Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on sort nos outils et nos pièges pour parler de Stone Spine Architect. Dans le jeu, on incarne un apprenti architecte formé depuis 10 ans par Maître Hordgouli, un vieux minotaure spécialisé dans la création de donjons. Et c'est enfin l'heure de votre projet final, construire votre propre donjon. Au cœur des montagnes de Stone Spine. Stone Spine Architect est un jeu de draft et de construction de tableaux pour 1 à 5 joueurs, avec des parties de 45 à 60 minutes à partir de 10 ans. Pendant la partie, chaque joueur va construire son donjon salle après salle, en suivant un plan unique et en tentant de respecter certains défis de scoring. À votre tour, il faudra choisir, tracer des passages, aménager vos salles, partir à la recherche de trésors cachés. Entre les manches, vous pourrez dépenser votre or pour personnaliser votre donjon. Monstres, pièges, trésors ainsi que passages secrets viendront pimenter votre création. Après 4 années, ou plutôt 4 manches, le joueur qui aura construit le donjon le plus dangereux sera nommé Maître Architecte. C'est un jeu de Jordi Aldan, que vous connaissez peut-être pour cartographeur, avec des illustrations de Jordi Aldan lui-même, Damien Mamoletti, Diego Sa, ainsi que Lucas Ribeiro. Le jeu est édité en français par Intrafine. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Ensuite, j'aborderai le mode solo et je vous donnerai mon avis sur le jeu. En tant qu'architecte mineur au service de la reine, votre mission est de construire un donjon digne de défier les héros les plus ambitieux. Celui d'entre vous qui prouvera d'être le plus capable obtiendra le titre convoité de maître architecte. Pour la mise en place, vous allez placer le plateau du suivi au centre de la zone de jeu. Mettez-le sur le côté 2 et 5 joueurs, l'autre côté sert pour le mode solo. Chaque joueur récupère 2 cadres donjon, des cartes aides de jeu qui sont recto-verso, des marqueurs de suivi, ainsi que les portes de donjon à la couleur choisie. Vous allez assembler le cadre de cette manière. Ensuite, chaque joueur choisit un marqueur de chaque couleur, vous les mélangez et vous les placez aléatoirement de gauche à droite sur les emplacements vides de l'affichage de priorité, c'est-à-dire en bas ici. Au début, vous le faites de manière aléatoire. Vous aurez un tableau dans le livret de règles qui vous indiquera les positions que vous allez avoir sur la piste d'or. Le joueur qui est en premier est sur 0 or, le bleu et le vert sont sur 1 or. Vous avez un tableau de référence dans le livre de règles pour cela. Vous allez mélanger les cartes objectifs et vous en distribuer une face visible à l'emplacement prévu sur le plateau de suivi. Les autres retournent dans la boîte. Ensuite, vous allez mélanger et distribuer un nombre de cartes défis en fonction du nombre de joueurs. Vous avez également dans le livre de règles un tableau de référence. Donc là, pour 3 joueurs, il y a 4 cartes défis. Ensuite, vous allez mélanger les cartes marché et vous allez en révéler pareillement en fonction du nombre de joueurs. Là, à 3 joueurs, vous en révélez 2. Vous allez placer près du marché une réserve de jetons. Assurez-vous qu'ils soient mélangés face cachée, puis vous les triez par forme. Cela est fourni avec le jeu pour pouvoir le mettre sur la table. Et vous allez placer sur les cartes que vous avez révélées les jetons pris au hasard qui ont la forme correspondante. Ensuite, vous allez mélanger les cartes plans et en distribuer une à chaque joueur, que chacun place face visible devant lui. Une fois que tous les joueurs ont une carte, remettez les autres dans la boîte. Le plan est composé de 4 colonnes de cases qui correspondent aux 4 sections de votre cadre de donjon. L'une de ces colonnes porte une icône de porte. Vous allez placer l'un de vos marqueurs porte dans la position correspondante du donjon. Vous voyez, comme j'ai fait là. Votre autre marqueur de porte sera utilisé plus tard dans la partie. Ensuite, vous allez mélanger les cartes salles. Vous en distribuez 5 à chaque joueur. Vous pouvez toujours consulter vos propres cartes salles, mais elles doivent rester secrètes des autres joueurs. Et avec ceci, vous êtes prêts à jouer. Je vais d'abord vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc si ça vous plaît, que vous trouvez la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, même à partager. Ça fait plaisir, ça motive et ça aide pour le référencement. Sur ce, continuons notre vidéo. Quel est donc l'objectif du jeu? Dans Stone Spine Architect, vous et les autres joueurs allez construire des donjons remplis de pièges, de monstres et de trésors, dans le but de marquer des points de différentes manières. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Au début, votre donjon sera vide, mais à la fin, il ressemblera à un agencement de 16 cartes que vous placerez en dessous de votre cadre. Les 16 cartes salles seront organisées en une grille de 4 par 4, avec une entrée, une sortie et plusieurs jetons placés un petit peu partout. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous expliquer comment fonctionnent les cartes salles. Sur chaque carte salle, vous avez le type, soit grotte, soit pierre. Ici, nous avons des éléments, ça peut être des pièges ou des créatures. Ici, le nom de la salle. Ici, le nombre de pièces d'or. Ici, c'est ce qu'on appelle un passage. Ici, c'est ce qu'on appelle un chemin. Chaque salle va comporter entre 0 et 4 éléments imprimés dessus. Et comme je vous disais, ces éléments peuvent inclure des pièges, une variété de monstres, des coffres au trésor, ainsi que des étoiles des réputations. Les étoiles comme ceci, ce sont des points négatifs. Si elle est dorée, ce sera des points positifs. Donc sur celle-là, il y a 2 éléments. Sur celle-là, il y a 3 éléments. Ils seront toujours positionnés sur une de ces 4 zones. Ça, c'est pour les cartes salles. Comment se déroule une partie? Stone Spine Architect se joue en une série de 4 manches, appelées des années. Chaque année est divisée en 3 phases. Je vais d'abord vous parler de la première phase, qui est la phase de construction. Lors de cette phase, chaque joueur examine en secret les cartes salles qu'il a en main et choisit une carte qu'il souhaite ajouter à son donjon. Et il va la placer face cachée devant lui. Une fois que tout le monde a fait son choix, les joueurs révèlent simultanément leurs cartes, puis placent la carte choisie dans leur donjon. C'est-à-dire que si c'était à moi de jouer,
Bien entendu, imaginons que nous soyons plusieurs joueurs. Je regarde mes cartes. Je me dis que j'aimerais bien jouer celle-là. Je vais la poser face cachée devant moi. Une fois que tous les joueurs ont choisi une carte face cachée, on va la révéler. Pendant une année, toutes les cartes salles que vous placez doivent aller sur une seule rangée. Lors de la première année, les salles doivent être placées dans la rangée du haut, juste en dessous du cadre du donjon. Vous pouvez positionner chaque salle sur n'importe quelle case vide de cette rangée. Par exemple, j'ai récupéré cette carte, tout le monde l'a révélée, je pourrais décider de la placer là. Par contre, sachez bien qu'une fois une salle placée, elle ne peut plus être déplacée. Dans une partie à 2 joueurs, et uniquement à 2 joueurs, chaque joueur choisit 2 cartes, une qu'il va révéler et ajouter à son donjon, et une autre carte qu'il va ajouter face cachée à une pile de défausse commune près de la pioche. Quel que soit le nombre de joueurs, une fois que vous avez ajouté une salle à votre donjon, chaque joueur passe le reste de sa main au joueur suivant dans le sens horaire. Ainsi, chacun reçoit une nouvelle main de cartes. Exception faite dans une partie à 2 joueurs, après avoir échangé les cartes, chaque joueur pioche une carte supplémentaire depuis la pioche, puis l'ajoute à sa main. Peu importe le nombre de joueurs, après chaque échange, les joueurs recommencent cette phase. Ils choisissent une carte, la placent face cachée, puis lorsque tout le monde est prêt, ils la révèlent et l'ajoutent à leur donjon. Ensuite, les joueurs passent leurs mains au joueur suivant, récupèrent de nouvelles cartes et répètent l'opération. Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que 4 salles aient été placées dans votre donjon. Une fois que vous aurez placé 4 salles dans votre donjon, il vous restera une carte en main. Cette carte sera défaussée par tous les joueurs. En résumé, pendant la phase de construction, vous allez remplir votre rangée en cours avec 4 cartes. C'est-à-dire qu'à la fin de mon tour, après avoir échangé les cartes, je me retrouverai dans cette situation-là, et la carte que j'ai, je la défausse. Comme je vous disais, les cartes salles ont des chemins ainsi que des portes. Un chemin est considéré comme connecté si les cartes adjacentes possèdent des portes sur leur bord commun. Par exemple, ici, le chemin est connecté. Ici, le chemin est connecté. Là, il n'y a pas de porte, ce n'est pas connecté. Il est tout à fait autorisé de ne pas connecter vos chemins. Par exemple, une porte peut mener droit vers un mur. C'est ce qu'on appelle une impasse, et c'est parfaitement valide. Une porte peut aussi mener hors des limites de votre donjon, c'est également autorisé. Par contre, créer des chemins connectés est souvent avantageux. Cela a de l'importance en fin de partie pour marquer des points. Une fois que la phase de construction est finie, nous allons passer à la deuxième phase, qui est la phase d'amélioration. Une fois que tout le monde a rempli sa rangée pour l'année en cours et défaussé la dernière carte, on passe donc à la phase d'amélioration, qui se divise en 2 étapes. La première étape consiste à compter de l'or. Chaque joueur additionne la valeur en or inscrite en bas de toutes les cartes de la rangée qu'il vient de compléter. À cela, vous ajoutez un or supplémentaire pour chaque coffre au trésor visible dans l'ensemble de votre donjon. Ici, je n'ai pas de coffre, donc je ferai 4, plus 2, plus 4, plus 1. Lors de la phase de construction de la deuxième année, votre donjon pourrait ressembler à cela. À chaque nouvelle année, vous remplissez la rangée suivante. Deuxième rangée pour la deuxième année, troisième rangée pour la troisième année, et ainsi de suite. Quand vous placez une carte dans une rangée future, elle recouvrira partiellement la carte de la rangée précédente, en particulier le symbole d'or. Donc, lorsque vous calculez votre or à la deuxième année, vous additionnez la valeur en or de toutes les salles de la rangée en cours, puis vous ajoutez un or pour chaque coffre trésor visible dans l'ensemble de votre donjon, pas seulement ceux de la rangée actuelle. C'est-à-dire que là, on serait à la deuxième année, je ferai 8 plus 3 plus 1 plus 4, et plus 1 parce que j'ai ce coffre-là. Imaginons qu'il y ait eu un coffre ici, il aurait tout de même compté. Une fois que vous avez calculé votre total d'or, vous avancez votre jeton marqueur sur la piste d'or d'autant de cases que l'or que vous avez collecté. Les autres joueurs feront de même et avancent leur marqueur selon leur propre total. Une fois cela fait, chaque joueur déplace son marqueur de priorité sur la case située juste en dessous du plateau, sans modifier l'ordre actuel. Une fois qu'on aura tous ajouté notre or, on déplacera les jetons comme ceci. La deuxième étape de cette phase est d'aller au marché. Une fois leur compté, la prochaine étape est la visite du marché. Ici, les joueurs prennent leur tour en commençant par celui qui possède le plus d'or. Donc imaginons que nous soyons comme ceci, ça serait le joueur bleu qui en premier irait au marché. Lors de votre tour, vous avez 2 options à ce moment-là. Acheter des jetons ou passer votre tour. Si vous décidez d'acheter des jetons, vous allez regarder les cartes du marché. Chaque carte du marché est divisée en 2 sections, chacune affichant un prix en or. Vous pouvez choisir n'importe quelle section que vous pouvez vous permettre en fonction de votre or. Par exemple, le joueur bleu dépenserait par exemple 4, donc 1, 2, 3, 4, pour acheter ce jeton et le placer sur un emplacement de son donjon. Par exemple, il pourrait le placer ici. Chaque carte reçoit au maximum 4 éléments. Les éléments imprimés ne peuvent pas être enlevés. Bien entendu, lors de la deuxième année, comme je viens de faire, vous pouvez placer les jetons
où vous voulez sur un emplacement disponible. Si une salle possède déjà 4 éléments, aucun jeton ne peut y être placé. Elle est considérée comme pleine. De plus, vous ne pouvez jamais placer un jeton par-dessus un élément déjà présent. Cependant, vous pouvez très bien avoir plusieurs fois le même type d'élément dans une même salle, tant que la limite de 4 n'est pas dépassée. Il existe un type de jeton qui fonctionne un petit peu différemment. C'est celui-là qui s'appelle le passage secret. Ce jeton n'est pas un élément. Il ne prend donc pas de place dans la limite des 4 éléments de votre carte. Vous placez un passage secret sur le bord d'une salle. Il peut même dépasser sur la salle voisine s'il y en a une. Quand un passage secret relie deux salles, leurs chemins sont désormais considérés comme connectés. C'est-à-dire que même si là il y avait 4, j'aurais pu le placer là, et maintenant c'est connecté. Même si aucune des deux salles n'a de porte sur son côté, le passage secret créera tout de même une connexion. Vous pouvez utiliser votre passage secret pour connecter une salle à votre porte d'entrée, vous pouvez faire en sorte qu'il dépasse sur le bord du donjon, ou encore l'installer sur une bordure où il n'y a pas encore de salle. Et dans un tour suivant, quand une carte sera placée dans cet emplacement, la connexion sera automatiquement établie. C'est-à-dire que lors de la deuxième année, si j'avais récupéré celui-là, rien ne m'empêche de le poser ici pour créer une connexion future. Une fois que vous avez acheté des jetons, c'est toujours le joueur ayant le plus d'or qui prend le tour suivant. Là, ça serait donc encore bleu qui pourrait, s'il le décide, acheter encore un jeton. Si deux joueurs sont à égalité sur la piste d'or, on utilisera la piste de priorité pour trancher. C'est celui dont le marqueur est le plus à gauche sur cette piste qui prend le tour. Au lieu d'acheter, vous pouvez décider de passer, même si vous avez encore assez d'or pour acheter quelque chose. Si vous ne pouvez rien acheter au marché, parce que vous n'avez pas assez d'or, vous devez obligatoirement passer. Lorsque vous passez, vous déplacez votre marqueur d'or sur la case de 0. Vous ne gardez jamais d'or d'un tour sur l'autre. Ensuite, choisissez une carte défi révélée près du plateau et placez-la face visible à côté de votre donjon. Cette carte vous appartient, mais les autres joueurs peuvent la consulter à tout moment. Les défis vous permettront de marquer des points lors du score final. Ensuite, vous placez votre jeton priorité sur la case libre la plus à gauche. À mesure que les joueurs passent, la piste de priorité se remplit de gauche à droite, et cet ordre déterminera comment seront départagées les égalités au début du tour suivant. Pendant cette phase de marché, c'est toujours le joueur avec le plus d'or qui joue en premier. Donc, si un joueur reste celui qui a le plus d'or, il peut jouer plusieurs fois d'affilée, tant qu'il n'a pas passé, et il peut encore acheter des jetons. Quand tous les joueurs ont passé, la phase de marché prend fin, et on va passer à la phase d'entretien. Vous retirez les cartes du marché, et les jetons restant sur ces cartes, puis vous les rangez dans la boîte. Vous remplacez chaque carte tirée par une nouvelle carte marché tirée du paquet, et vous remplissez les espaces libres des nouvelles cartes avec des jetons piochés au hasard dans la réserve. À la fin de cette phase, chaque joueur aura pris une carte défi. Il restera donc une seule carte qui sera défaussée. Ensuite, piochez et révélez un nombre de nouvelles cartes défi égal au nombre de joueurs plus 1. Par contre, lors de la fin de la troisième manche, ne révélez pas de nouvelles cartes défi, car dans la quatrième et dernière année, les joueurs ne recevront plus de nouvelles cartes défi. Pour terminer la phase d'entretien, vous préparez le prochain tour, vous distribuez de nouveau 5 cartes salles à chaque joueur. Vous êtes maintenant prêt pour entamer un nouveau tour qui commence par la phase de construction. La nouvelle année commence, et comme d'habitude, vous allez choisir et poser vos cartes dans la rangée suivante de votre donjon. Par contre, la seule différence est qu'en fonction des tours, la direction de rotation change suivant l'année. Cela est indiqué dans le livret de règles. Lors des années 1 et 3, vous passez vos cartes dans le sens horaire, et lors des années 2 et 4, vous passez vos cartes dans le sens anti-horaire. Tout est extrêmement bien rappelé dans les 2 aides de jeu que vous avez récupérées en début de partie. Au fil des années, vous allez remplir une nouvelle rangée de salles à chaque tour. À la fin de la quatrième manche, chaque joueur aura un donjon complet composé de 4 rangées, ainsi que 3 cartes défis gagnées lors des précédentes manches. À la fin de la phase du marché, lors de la quatrième et dernière année, vous sautez la phase d'entretien et vous passez directement au décompte des points. Pour le décompte des points, vous allez regarder votre carte plan et vous repérez sous quelle colonne se trouve le deuxième symbole de la porte, qui est ici. Et vous allez le placer à cet endroit-là. Vous allez ensuite vous servir du carnet pour noter les points. Toutes les étapes sont indiquées sur l'aide de jeu pour calculer les points. Ici, les points sont appelés de la réputation. Vous allez d'abord marquer des points sur votre position sur la piste de priorité. Le joueur le plus à gauche reçoit 9 étoiles. Le suivant 6 étoiles et le dernier reçoit 3 étoiles. Bien entendu, en partie à 2 joueurs, la troisième place, qui rapporte 3 étoiles, n'est pas attribuée. Ensuite, vous allez regarder les cartes objectives placées sur le plateau. Les joueurs marquent des points selon leur classement en respectant la condition indiquée. Ici, par exemple, c'est avoir le plus de gnolls dans votre donjon. En prenant cet exemple-là, vous allez additionner les gnolls imprimés sur les salles et ceux ajoutés avec les jetons. Puis, vous classez les joueurs, ceux qui ont le score le plus haut, pour le deuxième et pour le troisième. En cas d'égalité, c'est la piste de priorité qui départage les joueurs. Si un objectif demande d'avoir le plus grand nombre de quelque chose, vous devez en avoir moins 1 pour pouvoir marquer des points.
Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas marquer de points sur cet objectif. Mais si l'objectif est d'avoir le moins de quelque chose, même si vous n'avez rien de cet élément, vous pourrez toujours obtenir des points. Ensuite, vous allez vérifier les cartes défis que vous avez collectées pendant la partie. Vous marquez des points pour vos cartes défis chaque fois que vous remplissez les conditions dans le donjon. Il y a plusieurs types de cartes défis, ça peut être des pièges différents, ça peut être des placements de pièges ou ce genre de choses qui vont vous permettre de gagner des points en fonction de ce que vous avez récupéré. Vous allez parfois également retrouver ce qu'on appelle un secteur. Un secteur est un groupe de chambres du même type, donc cave ou pierre, qui sont adjacentes entre elles sur au moins un côté complet, pas en diagonale. Il n'est pas nécessaire que les pièces soient connectées par des chemins. On ignore les chemins, on se concentre uniquement sur les chambres elles-mêmes. Par exemple ici, j'aurai un ensemble de 6 cartes pierre. Et ici, un ensemble de 1 carte grotte. Un ensemble ne peut pas être divisé en plusieurs petits ensembles. Je ne pourrais pas faire un ensemble de 2, un ensemble de 2. C'est un seul ensemble. Vous avez aussi des cartes défis qui vont vous demander de marquer des points pour des créatures présentes sur un seul chemin de votre donjon, comme vous pouvez le voir sur la carte au-dessus là. Un chemin dans votre donjon est défini comme un chemin continu entre des chambres qui partagent des côtés avec une porte ou un passage secret. Par exemple, ici, j'ai un chemin. Là, j'ai pas de chemin. Lorsqu'une carte défi mentionne un chemin, cela fait référence à un chemin continu, sans inclure les ramifications ou chemins supplémentaires. Vous suivez un seul chemin pour marquer les points. Après avoir marqué avec les cartes défi, vous allez vérifier votre réputation des chambres, c'est-à-dire vous allez regarder les étoiles qui s'y trouvent, positives, donc plus 1, et ça en négatif, moins 3 sur celle-là. Ensuite, vous allez vérifier votre carte plan. Ici, vous marquez des points. Si vous avez les éléments qui correspondent, vous voyez, jusqu'à 8 éléments qui correspondent, vous marquez 20 points. Il faut qu'à cet emplacement-là, il y ait un coffre. Il faut que ici, ça soit une cave, et ainsi de suite. Ce sont des icônes d'exigence. Vous allez pouvoir retrouver sur le blueprint des icônes qui font référence aux étoiles de réputation. Ces icônes signifient qu'il faut avoir au moins une étoile de réputation, que ça soit en or, donc positif, ou en gris, le négatif. L'étape suivante consiste à attribuer des points de réputation en fonction des chemins de votre donjon. Pour chaque salle, vous devez vérifier si vous pouvez tracer un chemin de celle-ci jusqu'à votre entrée ou votre sortie. Si une salle peut tracer un chemin vers l'entrée, elle marque 1 point. Si elle peut tracer un chemin vers la sortie, elle marque également 1 point. Par contre, si une pièce est connectée à la fois à votre entrée et à votre sortie, elle marque 2 points. Les pièces qui ne peuvent être connectées ni à l'entrée ni à la sortie ne marquent aucun point. Lorsque vous tracez un chemin d'une salle vers l'entrée ou la sortie, peu importe le nombre de virages, de changements de direction ou de chemins qui se séparent que vous devez suivre. Tant que le chemin mène bien à l'entrée ou à la sortie, la salle est éligible pour marquer des points. Une fois que vous avez fait tout ce compte de points, vous additionnez les points et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est l'ordre de priorité qui est utilisé pour départager les joueurs. Je vais vous résumer brièvement comment se passe un tour de jeu. Il y a d'abord une phase de construction qui se passe en simultané. Vous allez choisir et placer une carte, puis vous passez les autres. Vient ensuite une phase d'amélioration. Vous commencez par décompter l'or présent dans votre donjon, que vous allez indiquer sur la piste de suivi. Ensuite, vous allez visiter le marché. Le joueur ayant le plus d'or peut acheter des jetons ou passer. Au moment où il passe, il choisit une carte défi. Vous réévaluez qui a le plus d'or et vous répétez l'étape visite du marché jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Une fois que ceci est fait, vous allez défausser et révéler les cartes du marché et vous replacez des jetons marché sur les cartes que vous venez de révéler, vous défaussez les cartes défi et vous en replacez le nombre de joueurs plus 1. Et vous distribuez de nouveau 5 cartes salles à chaque joueur. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Les cartes aides de jeu sont très bien faites, comme vous voyez, vous avez tous les symboles qui sont rappelés. Comment se passe le décompte final, le rappel du tour de jeu, ainsi que même un rappel de mise en place pour les cartes et tout ce genre de choses. Donc je vais maintenant vous parler du mode solo que propose le jeu. Je vais commencer par vous expliquer les cartes du mode solo. Ici vous avez un symbole, ici le nombre de pièces d'or. Ici, il peut y avoir un symbole légendaire. Ici, le symbole de collecte de jetons. Ici, le symbole de réputation de base. Et ici, l'exigence de réputation. Vous allez affronter Jaël, le conseiller de la reine, afin de lui démontrer vos talents. Et ce paquet de cartes s'appelle le paquet de cartes Jaël. Il collecte des cartes sales et des jetons marchés au cours de la partie. Il ne prend pas de cartes plan, ni de cartes défi. Il ne construit pas de donjon. Le jeu en solo se déroule de la même manière qu'une partie à 2 joueurs, avec quelques petits ajustements. Vous allez placer la face 1 joueur du plateau de suivi. Il n'y a pas de piste de priorité en solo. Vous rangez donc votre deuxième marqueur dans la boîte. Vous prenez les 9 cartes, vous isolez les 3 légendaires que vous rangez dans la boîte. Vous allez mélanger les 6 cartes restantes et les placer en une pile face cachée sur la table. Elles forment le paquet Jaël. Si vous souhaitez un défi plus compliqué, vous pouvez retirer certaines cartes pour les remplacer par les cartes légendaires. Lors de la phase de construction, vous allez révéler la première carte du paquet et vous la placez immédiatement sur un placement dédié du plateau, qui est comme ceci. Vous allez placer une carte sale de votre main dans le donjon, vous choisissez une carte de votre main à conserver pour le prochain tour. Parmi les cartes sales restantes dans votre main, prenez toutes celles disposant dans leur coin inférieur droit d'un symbole. Vous voyez comme ceci.
identiques au symbole de la carte qui aura été révélé ici. Vous voyez, ici vous retrouvez le symbole. Et placez-les dans la pile de décompte de Jaël. Il décomptera ces cartes à la fin de partie et vous défaussez toutes les cartes restantes. Piochez une carte sale pour chaque emplacement libre dans la rangée actuelle de votre donjon. Et vous répétez les étapes jusqu'à ce que vous ayez placé 4 cartes. Lors de la phase 2, procédez au décompte de votre or comme lors d'une partie multijoueur, en ajustant votre marqueur de suivi sur la piste d'or. Vous allez comparer votre nombre de pièces d'or à celui sur la carte révélée. Vous voyez, ici, c'est l'or. Si vous avez plus d'or que Jaël, vous visitez le marché pour acheter des jetons où vous passez. Si vous avez autant ou moins d'or, vous collectez les jetons des cartes marché correspondantes aux indications que vous avez ici. Puis vous les placez dans la zone de décompte de Jaël. Vous défaussez la carte défi révélée ayant le plus petit numéro. Vous visitez le marché pour acheter des jetons où passer. Si vous passez, lors des années 1 à 3, vous placez votre marqueur suivi sur la case 0 de la piste or. Choisissez l'une des cartes défi visibles et vous la placez près de votre donjon. Jaël collecte tous les jetons marché sur les cartes marché. Puis vous faites une phase d'entretien. Par contre, lors de la phase 4, vous ne déplacez pas votre marqueur sur la case 0 de la piste d'or, vous retournez votre marqueur pour indiquer que vous avez passé. Vous ne prenez pas de carte défi, et Jaël collecte tous les jetons marché restants sur la carte marché, et vous faites un décompte final. Il y a quelques petites exceptions pour le décompte final que vous retrouverez à la fin du livret de règles. J'ai beaucoup aimé le solo, il peut être très dur, ça permet aussi de voir toutes les cartes passer et voir un petit peu comment on peut agencer son donjon de la meilleure des manières, donc je vous conseille vraiment de l'essayer si vous aimez les jeux en solo. Après vous avoir dit tout ça et expliqué les règles, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Stone Spine Architect est un jeu où les joueurs incarnent des architectes de donjons, responsable de la construction de pièges, de chambres et de chemins complexes au sein d'un donjon. Avec un mélange de gestion de ressources, de placement et de planification à long terme, il offre une expérience captivante qui attire aussi bien les joueurs novices que ceux plus expérimentés. L'un des principaux attraits du jeu réside dans ses mécaniques de gestion et de stratégie. Le jeu est principalement structuré autour de 2 phases essentielles. La construction du donjon, où les joueurs ajoutent des salles, des pièges et des monstres à leur donjon, et la phase de marché, où ils génèrent leurs ressources. Le mécanisme de draft des cartes, bien que classique, est utilisé de manière innovante. Chaque joueur sélectionne une carte parmi une main de cartes et la place dans son donjon. Les cartes représentent des salles, et leur placement dans le donjon doit être fait de manière stratégique pour maximiser le nombre de points en fin de partie. Le défi supplémentaire vient du fait que chaque joueur doit aussi satisfaire des conditions de score spécifiques liées à des cartes défis ou à des objectifs communs, créant ainsi une tension subtile et permanente. Ce système en fait un jeu qui demande à la fois réflexion et anticipation. Les joueurs doivent planifier leur progression sur plusieurs tours tout en prenant en compte les choix des autres joueurs, ce qui ajoute une dimension de compétition indirecte. L'interaction entre les joueurs est indirecte mais palpable. Le système de draft de cartes impose aux joueurs de prendre en compte les choix des autres, car chaque carte choisie influe sur les options disponibles pour les autres. Cela crée un équilibre entre coopération tacite et compétition, où chaque choix peut avoir un impact majeur sur l'évolution du donjon des autres joueurs. Par exemple, si un joueur vise un objectif commun particulier, les autres peuvent choisir de l'empêcher de l'atteindre en choisissant des cartes qui limitent ses options. Bien que l'interaction soit subtile et ne repose pas sur des attaques directes ou des blocages flagrants, elle existe à travers les décisions de draft et les choix stratégiques. Ce type d'interaction plaît particulièrement aux joueurs qui apprécient les jeux où la compétition se fait à travers des choix intelligents plutôt que par des confrontations directes. La rejouabilité est l'un des points forts du jeu. En effet, il propose une grande diversité dans la manière dont chaque donjon peut être conçu. Avec des cartes défis et des objectifs de victoire différents à chaque partie, chaque session présente de nouveaux défis et oblige les joueurs à adopter des stratégies variées. De plus, le système aléatoire des cartes de marché à chaque tour renforce la diversité, assurant que les parties restent intéressantes à chaque nouvelle expérience de jeu. Les joueurs devront ajuster leur approche en fonction des cartes disponibles, des objectifs choisis et des tactiques des autres joueurs. Ce niveau de diversité, couplé à l'existence d'un mode solo qui permet de jouer seul contre un défi, garantit que Stone Spine Architect peut être apprécié encore et encore, sans que le jeu ne devienne prévisible ou répétitif. Un point qui est impressionnant est la manière dont il parvient à équilibrer la complexité avec l'accessibilité. Bien que le jeu offre une richesse stratégique, il ne surcharge pas les joueurs avec une courbe d'apprentissage abrupte. Les règles sont expliquées de manière claire, et les mécaniques sont assez simples à comprendre après une ou deux parties. Les icônes et les symboles sont bien pensés, ce qui permet une prise en main rapide pour les joueurs moins expérimentés. Cependant, le vrai défi réside dans la gestion de son donjon et la maximisation de son score, en fonction des cartes et des objectifs. Pour les joueurs les plus expérimentés, cela se traduit par des choix à long terme très intéressants, où la planification et l'anticipation deviennent essentielles. La flexibilité du jeu permet à tout type de joueurs, débutants ou plus avancés, de se sentir impliqués et de pouvoir élaborer des stratégies subtiles. L'aspect visuel est réussi, les illustrations des cartes sont de bonne qualité et très fonctionnelles, ce qui permet de bien comprendre les règles et les effets des différentes cartes sans aucune confusion. Les différents types de chambres, de monstres sont clairement représentés, ce qui aide à l'immersion dans l'univers du jeu. Le matériel est solide,
Les cartes et les jetons sont bien conçus et les éléments de jeu agréables à manipuler. L'ensemble crée une expérience de jeu très agréable et immersive. Stone Spine Architect est un jeu qui réussit l'équilibre entre une accessibilité relativement simple et une profondeur stratégique qui le rend captivant pour les joueurs avertis. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour apprécier les mécaniques du jeu, mais ceux qui s'y investissent trouveront une richesse stratégique durable qui invite à la réflexion et à la planification. Si vous appréciez les jeux de société où l'on construit, où la compétition est subtile, où chaque décision compte, alors Stone Spine Architect saura sans doute vous captiver. La rejouabilité et l'interaction sont deux des grands atouts du jeu, offrant des expériences variées et intéressantes à chaque partie. Il se distingue par la manière dont il intègre des éléments stratégiques simples mais efficaces. Il n'a pas peur de proposer un défi, mais tout en restant accessible. Et c'est probablement ce qui en fait un excellent choix pour une large palette de joueurs. Donc voilà pour cette vidéo sur Stone Spine Architect. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a plus appris sur le jeu. Moi j'aime beaucoup, c'est aussi un jeu qui se passe dans l'univers de Roleplayer, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!